Hey, salut à tous, j'espère que ça va. Moi personnellement ça va très bien. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'un film en particulier. Un film qui a littéralement bercé mon enfance parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Et je sais que pour beaucoup, y compris moi, c'est une référence du cinéma d'action. Je vais bien évidemment parler de Piège de cristal. Mais est-ce la nostalgie qui parle et qui me fait dire que ce film est juste trop bien? Ou alors est-ce que Piège de cristal est un film tout simplement pourri? Ça va être dur d'être objectif, mais je vais essayer de répondre à cette question. Mais d'abord, générique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du premier épisode de la légendaire trilogie Die Hard. Bah si, je suis désolé, Die Hard s'arrête au troisième film, les deux autres n'existent pas, donc c'est une trilogie. Il y a eu Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, et c'est tout. D'ailleurs, j'en ai la preuve. Bref, maintenant que les choses sont claires, je vais pouvoir commencer. Donc, Die Hard premier épisode est un film écrit par Jeb Stewart et Steven De Souza, adapté du roman Nothing Lasts Forever, publié en 1979. Mise en scène par qui a entre autres réalisé Predator en 1987, À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990, Last Action Hero en 1993. Excellent film d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Une journée en enfer, Le 13e guerrier, etc. Et produit par... C'est nul! Le film Piège de cristal sort en 1988, la meilleure année de tous les temps, puisque c'est l'année de ma naissance, et du sacre des Pays-Bas à l'euro, de l'annonce de la candidature de Chirac au présidentiel, mais c'est aussi et surtout la sortie de films tels que Rambo 3, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Liaison dangereuse, Big, l'excellent Roger Rabbit, Mississippi Burning et bien sûr Piège de cristal. Et on peut clairement dire que ce film a véritablement lancé la carrière du très grand Bruce Willis, sans compter que c'est aussi un des premiers, si ce n'est le premier grand rôle au cinéma pour le regretter Alan Rickman, autrement dit Severus Rogue. Il y a tout dans ce film pour que ça devienne un nouveau standard des films d'action. Et oui, c'est plus le grand mec musclé, bourré de testostérone, faisant tout péter dans tous les sens et finissant forcément torse nu, couvert de sang, tirant sur tout le monde pour montrer qu'il reste beau et viril, même quand il est en difficulté. Ah bah si en fait. Bon, c'est toujours un grand mec relativement musclé, c'est quand même pas Stallone ou Schwarzy, bon, il fait quand même tout péter, finit torse nu et couvert de sang, en tirant sur tout le monde. Mais là, Bruce Willis se retrouve dans cette situation malgré lui. Et ça change tout. C'est clairement le fait que les gens puissent un peu s'identifier au héros que le film a eu autant de succès. En plus de ça, le côté action parsemé d'humour est le cocktail qui marche. Je compte plus le nombre de fois où j'ai regardé ce film. Mais à chaque fois, c'est la même réflexion. Comment se fait-il? Je pose une question devant les Français. Comment se fait-il? Pourquoi les personnages sont tous complètement cons? Ça c'est grave, hein, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte... Et je vous parle pas d'un clown maquillé au fusil, et qui est reconnu uniquement lorsqu'il enlève son masque d'infirmière, ou du tueur dans Scream. D'ailleurs, c'était qui ce mec? Il était constamment bourré pendant le tournage ou quoi? En revanche, ce dont je vais vous parler concerne la débilité des méchants et la quasi-totalité des personnages secondaires et parfois même du héros. Et pour ça, Piège de cristal ne déroge pas à la règle. Alors commençons par le début. L'histoire de Piège de cristal, c'est un flic de New York, John McClane, interprété par Bruce Willis qui part à Los Angeles la veille de Noël, avec l'intention de se réconcilier avec sa femme Holly, qui elle
est parti faire carrière dans l'entreprise Nakatomi Corporation. McClane est donc amené au Nakatomi Plaza pour se rendre à une fête de Noël organisée par le patron de Holly. Et là, tout ne se passe pas comme prévu. Et même rien ne se passe comme prévu en fait. Le chauffeur du Nakatomi Plaza dépose McClane devant l'immeuble et... Vous êtes sympa, Gary. Tâchez de pas l'oublier au moment du pourboire. J'ai fait 10 ans de resto et j'ai jamais osé la sortir celle-là. J'aurais peut-être dû. Il s'approche du réceptionniste, qui apparemment ne sert à rien, Bonsoir, monsieur. Je viens voir Holly McClane. C'est à lui qu'il faut donner ce nom. et demande donc à l'ordinateur où est sa femme. Et là, l'ordinateur sait exactement où elle est. 30e étage. Comment c'est possible? En 1988, les employés du Nakatomi Corporation sont déjà pucés. Enfin bref, pendant que McClane monte, Holly, elle, donne de très bons conseils. Ginny, il est 6h moins le quart. Allez à la fête, buvez du champagne. Merci beaucoup, mademoiselle Gennaro. Vous pensez que le bébé a droit à une gorgée de champagne? Apparemment, il est de taille à faire le barman. Ah oui, c'est intelligent de permettre ou de forcer une femme enceinte à boire de l'alcool. C'est très intelligent ou très con. McClane fait connaissance avec le mec qui prend de la coke. Vous en avez encore sur le nez. Vous en avez encore sur le nez. Et le patron de sa femme, Takagi. Qui d'ailleurs a un grand sens de l'humour. Vous avez fait connaissance? Non, nous l'avons étudié sur toutes les coutures. Et on apprend que l'immeuble est encore en travaux. Vous êtes bien installé ici? Oh, ce sera bien si jamais c'est terminé un jour. Il y a encore plusieurs étages en travaux. Bon, là tout de suite on s'en fout, mais en fait ça aura de l'importance pour la suite. McClane finit par aller dans la salle de bain, histoire de se détendre de son vol et de se mettre pieds nus. Ça aussi, ça aura de l'importance pour la suite. C'est à ce moment-là que les méchants, qui sont quand même difficilement reconnaissables, arrivent. Il rentre tranquillement, On est entré. s'enferme à l'intérieur de l'immeuble et pirate les ordinateurs. Ok, là, c'est même niveau que Peter Stormare quand il répare la station Mir. Enfin bref, revenons à Piège de Cristal. Les méchants, qui ont quand même l'air d'avoir très bien préparé leur coup, arrivent et tirent un peu partout, regroupent les gens sauf McClane qui parvient à s'enfuir. Et les méchants recherchent le patron du Nakatomi Plaza. Ils savent tout sur lui. Sauf à quoi il ressemble. Où est monsieur Joseph Yoshinobu Takagi, né à Kyoto en 1937, famille émigrée à San Pedro, Californie en 1939. Il y a Francis Turner, c'est pas lui. Interne à Manzanar de 1942 à 43, titulaire d'une bourse pour l'Université de Californie en 1955. Je passe. Licence de droit à Stanford en 1962. Diplôme de gestion Harvard 1970. Président de Nakatomi Industries. Président du groupe Nakatomi Investissement et père de 5 enfants. Je suis Takagi. Bah, heureusement qu'il finit par se dénoncer, hein. Parce que sinon, je sais pas s'il l'aurait retrouvé un jour. Comme je le disais, ils sont très bien préparés. On finit par apprendre pourquoi ils sont là. Ils veulent les codes d'un coffre, un coffre qui détient... Les 640 millions de dollars. Ok, mais qui? Quel genre d'entreprise détient 640 millions de dollars en espèces dans ses locaux? Vraiment, je me demande. Comme Takagi ne veut rien dire, le grand méchant Hans le tue. Et comme un con, McClane qui était là se fait repérer. Heureusement, il se cache vite fait, et comme les méchants sont très cons aussi, et qu'une porte fermée de l'intérieur ne leur met pas la puce à l'oreille, Il passe à autre chose. Hans demande au geek de trouver les codes et de trouver un moyen d'ouvrir le coffre. On a vu qu'il avait les compétences requises pour ce genre de travail. Pendant ce temps, McClane, lui, il réfléchit. Réfléchis un peu, quoi. Il cherche un moyen d'appeler la police ou les secours. D'ailleurs, il y arrive, mais... C'est pas vrai. Ils sont cons, ils sont cons. Vous voyez, même lui il dit que les flics sont cons dans ce film. Et c'est pas fini. En alertant les secours, il alerte aussi les méchants. Mais un seul des méchants se décide à aller voir. C'est bien connu, la division fait la force. En plus, finalement, il a pas l'air si méchant, le méchant. Je te promets de ne pas te faire de mal. Tuer, c'est pas forcément faire du mal, hein.
Attends, mais c'est quoi cet endroit là? Le bâtiment est en travaux, ok, mais ça là, c'est quoi ça? Je suis pas expert en bâtiment, mais installer les lumières avant de finir le plafond, ça me semble un peu con. Enfin bref, McClane, qui lui n'est pas bête, comprend que le méchant ne lui veut pas de bien. Et donc, ils se battent et... John, c'est sa première victime. Mais c'est un accident, hein. Vous êtes tous témoins et en plus, c'est même pas John. Bah oui, avec la VAR, on voit bien que c'est pas John. Bon, ça n'empêche pas de le fouiller, de le déguiser, de le mettre en scène dans un ascenseur. Non mais sérieux, McClane est un psychopathe en vrai. Ok, il va envoyer un message au méchant, mais il y a des millions d'autres moyens de le faire. Le mec rigole en déguisant un cadavre quand même. C'est ouf. Finalement, McClane parvient à rappeler la police, qui malgré le fait qu'on leur dit qu'il y a une prise d'otage, des morts et qu'ils entendent en plus des coups de feu, n'a pas l'air de les alerter puisque... Centrale appel 8 Lincoln 30, à vous. Et c'est 8 Lincoln 30 à vous, centrale. On nous a signalé une effraction en Academy Plaza, Century City. Une infraction? Sérieux? On vous annonce une prise d'otage, des morts, vous entendez des coups de feu et vous annoncez une infraction? Pendant ce temps, McClane s'en sort tranquillement en fait, puisqu'encore une fois il arrête les recherches, mais là cette fois c'est parce que la police arrive et l'agent est prêt à enquêter. Ça vous ennuie pas que je jette un coup d'œil? Non, faites comme chez vous. Et je ne vois pas très bien. Qu'est-ce que je fous ici? On pourrait changer maintenant. Ça c'est de l'enquête approfondie. Donc voyant le flic partir, McClane lui balance le corps d'un autre mec qu'il a eu le temps de tuer pendant l'enquête de son collègue. La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Mais mec, t'es sérieux? Il vient de tuer ton pote il y a pas 2 secondes. T'es con ou quoi? En plus, c'est toi qui te fais balancer par la fenêtre. Bah oui, parce qu'il est plus simple de balancer un mec de 80 kg par une fenêtre que de tirer 2-3 balles vers la voiture de police pour attirer leur attention. Un psychopathe ce McClane, je vous dis. A partir de là, les flics arrivent et surtout le chef de la police. Qui prend la situation en main et pose des questions dignes des plus compétents. Dwayne Robinson, je veux savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils volent, ces casse-pieds? Il a tué un des terroristes, ça c'est sûr, et il prétend en avoir descendu 2 autres. Descendu 2 autres. Vous n'avez pas envisagé un instant que c'était peut-être un terroriste qui se fout de votre gueule? Ou un dingue qui tue le temps? Ah! Il s'est repéré des mecs avec de faux papiers d'identité. Ah oui, il est physionomiste, et alors? Il peut très bien être barman ou employé dans un casino. Il y aurait des otages et personne n'aurait demandé de rançon. C'est pas un peu bizarre, ça? Et s'il y a des terroristes là-haut, pourquoi ils ne disent pas ce qu'ils veulent? Mais le cadavre qu'on a balancé par la fenêtre, c'était quoi? J'en sais rien, moi. Peut-être un banquier en faillite qui a fait une dépression. Non, bah je confirme, c'est bien un con. Et c'est juste le chef de la police. Du coup, il décide de faire intervenir les forces spéciales pour entrer dans le Nakatomi. Les forces spéciales qui se retrouvent bloquées devant une porte en verre? Non mais ils peuvent pas les casser, hein. Ça doit être du verre par balle ou un truc hyper épais, incassable. Ah bah non. Non. L'incompétence des forces spéciales, ça devient grave quand même. Et c'est pas fini. Parce que oui, un blindé pour entrer dans un immeuble, ça paraît logique. Ou pas. En plus, il est bloqué sur des marches qui n'ont pas l'air d'être très raides. Hein. Non mais ouais, bien joué les gars. Heureusement que le FBI ne va pas tarder. Ah bah justement. Ah, comment ça va mon vieux? Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Pendant ce temps, Hans, qui cherchait quelque chose, tombe nez à nez avec McClane. Mais non, c'est pas aussi simple. Hans s'en sort grâce, entre autres, à son collègue Carl. Toujours lui. Le mec qui recherche jamais vraiment les gens. Une bonne petite scène d'action où Hans capte que McClane est pieds nus et décide de péter toutes les vitres pour l'empêcher de se déplacer ou sûrement le capturer ou même le tuer. Fais-moi un sourire, les affaires reprennent. Eh ben non, encore une fois, elle se donne même pas la peine de le chercher. Ça ne fera que la 3e fois. Hein. Même Carl ne comprend pas. McClane, qui est mal en point quand même, se réfugie dans des toilettes. Mais que c'est dégueulasse. Je veux bien que le bâtiment soit en travaux. Mais c'est quoi tous ces journaux au sol? Enfin bref, il s'enlève le morceau de verre qu'il a dans le pied pendant qu'il parle avec son nouveau pote flic dehors. D'ailleurs, le flic lui raconte une petite anecdote. J'ai tué un gosse. Ah! Il avait 13 ans. Sympa. Il faisait noir, on voyait mal. J'ai pris son pistolet à eau pour un vrai. Ok, donc tu confonds ça avec ça. Tu serais pas un peu con par hasard? Mais pendant ce temps, le geek, lui, travaille et a réussi à ouvrir toutes les portes du coffre, mais pas à débloquer la dernière sécurité.
Hans, faites chauffer le miracle. La 6e serrure a craqué. Mais la sécurité électromagnétique n'a pas l'intention de nous laisser passer. Bon, j'ai entendu. Donc les mecs hyper préparés attendent un miracle pour que la porte s'ouvre. Ce niveau de connerie, ça m'étonnera toujours. Parce qu'à ce moment-là, à part avec un gros raccourci scénaristique, on voit vraiment pas comment ils pourraient s'en sortir. Coupe le courant. Forcément. Mais j'imagine qu'il doit avoir de très bonnes raisons de faire ça. Ces salopards commencent à faire dans leur froc à l'heure qu'il est. Ah ok. Et tu oublies de dire un truc. Quelles sont les pertes qu'on peut envisager? On perdra 25% des otages. Ça me semble valable. Pourquoi pas, au point où on en est de toute façon, heureusement qu'il meurt vite. Parce qu'en attendant, le coffre s'ouvre. Les méchants sont contents, ils ramassent tout, le hacker va prendre dans le camion qui était dans le camion du début. Et là, c'est une gaffe. Alors maintenant que l'argent est récupéré, les otages ne servent plus à rien et les méchants les envoient sur le toit du Nakatomi. Parce que pendant que le FBI tend un piège pourri à Hans, On les laisse mijoter encore un moment et on leur envoie les hélicoptères. Et ils l'ont dans le cul. Hans lui-même leur prévoit un piège. Dès qu'ils atterriront, on fera sauter le toit. Ils passeront un mois à fouiller dans les décombres avant qu'ils ne comprennent que leur plan a foiré. Et pourquoi? Vous savez, celui qui a volé $600 a une chance de disparaître. Mais celui qui a volé 600 millions de dollars, il n'y a que quand on le croit mort qu'on renonce à le rechercher. heureusement encore une fois que McClane est là pour les sauver et après une petite session de saut à la lance à incendie, mais comme d'habitude, Il s'en sort sans encombre et 10 minutes plus tard. Merde, manquait plus que ça. tout le bâtiment est en train de péter et toi, tu comptais vraiment prendre l'ascenseur. Il est presque devant Hans pour l'affrontement final. Mais malheureusement, il ne lui reste que 2 balles. Comment va-t-il faire? Quelle ingéniosité. Bon, en vrai, c'est pas possible de faire ça, mais que c'est intelligent. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il arrive à tuer le sbire de Hans et sauve sa femme, tout ça avec 2 balles. Il est très bon. Il a enfin sauvé sa femme et peut rentrer chez lui malgré la gravité de ses blessures. Ça, c'est qu'un détail. Le film se finit sereinement lorsqu'il retrouve son pote Hal, le flic. Dehors, tout le monde est heureux, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour rappel, lui c'est Carl, le frère de la première victime de McClane. Le mec qui recherche jamais vraiment les gens, le mec qui joue extrêmement bien, le mec qui s'est fait littéralement éclater la tête par McClane. Le mec se fait pendre par McClane. D'ailleurs, il faudrait m'expliquer ce que cette chaîne faisait ici. Encore une fois, le bâtiment est en travaux, mais quand même. Enfin même. Le mec est pendu à au moins 10 mètres du sol. Ensuite, McClane sauve les otages, saute du toit, remonte, tue Hans, redescend avec sa femme. Vous allez me faire croire qu'il peut survivre à ça? Petit rappel, il est attaché au plafond du dernier étage. Le toit saute, vraiment juste au-dessus de lui. Mais non, il survit, il n'y a pas de souci. En plus, il a une couverture de survie. Donc en gros, les secours l'ont retrouvé, détaché. Comme il était encore vivant et plutôt apparemment en bonne santé, donc une simple couverture sur le dos et tu tapes 35 étages à pied. Je sais pas ce qu'il faut faire aux États-Unis pour être pris en charge par les secours, mais je leur laisse ma place. Pareil. Enfin bref, l'immeuble est blindé de pompiers, de flics, mais lui, il arrive quand même à sortir armé. Normal. Et quand on voit le talent d'acteur de Carl sur sa mort, c'est assez beau, je trouve. Que de d'entre-foi et voir s'il reste quelqu'un à l'intérieur. C'est que maintenant qu'ils se disent ça? Et voilà, sur une petite blague du chauffeur. C'est ça leur idée d'un réveillon de Noël, je me demande ce qu'ils feront au jour de l'an. Le mec vient de perdre son patron et donc sûrement son emploi, mais il réagit plutôt bien. Et c'est fini. Comme je le disais, quasiment tous les personnages sont vraiment, mais débiles en fait. Ça serait pas mal que les scénaristes fassent leur boulot. Je sais que dans certains films d'action, surtout dans les années 90, le scénario était parfois mis au second plan. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Mais un petit effort serait quand même pas mal. Et ouais, malgré tout, je l'adore ce film.